Vous voyez cette colonie de gens dans le malaise palpable? C'est un konkatsu géant, une des nombreuses tentatives désespérées pour que des Japonais trouvent l'amour. Typiquement, eux, ils auraient dû faire plus attention aux vrais critères de séduction au pays du soleil levant. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, et tout de suite, la double paupière, le teint blanc et le côté mignon. Ça, c'est le trio gagnant qui ressort systématiquement lorsqu'on parle de critères de beauté chez les femmes au Japon. Chez les hommes, c'est plus la taille, l'absence de poils et quelques particularités du visage. Mais est-ce que vous sentez pas qu'on évite totalement le fond de la question? Parce que avoir ces critères de beauté, c'est bien, mais lorsqu'on demande aux Japonais qu'est-ce qui les attire chez les autres, eh bien bizarrement, c'est pas du tout ça qui ressort dans les réponses. Chez les hommes par exemple, en numéro 3, on a la personnalité, en numéro 2, on a les valeurs morales, mais que peut bien être le point numéro 1? Et du côté des femmes, en France, même si les critères sont moins marqués, il y a une attention particulière en ce qui concerne la poitrine, les hanches et le postérieur. Et justement, ils en pensent quoi les Japonais de tous ces critères? Est-ce qu'ils sont un peu comme nous, ou bien pas du tout? Eh bien ça tombe bien mesdames et messieurs, parce que si vous voulez en savoir plus sur les vrais critères de séduction au Japon, vous êtes au bon endroit. Alors, il n'y a pas de sponsor aujourd'hui, mais j'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'il y a en ce moment un concours sur Instagram pour gagner un voyage au Japon. C'est gratuit, donc c'est moins cher que payant. Et aussi pour vous dire que la marque Oni, vraiment, ça marche tellement bien, je suis trop content. D'ailleurs, la gagnante pour les t-shirts a été trouvée. Et vraiment, merci, les t-shirts sont partis si vite, j'étais choqué. Et du coup, j'ai déjà de nouveaux produits à vous présenter. Regardez, voilà, le retour du kimono en coton. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Je sais que c'est une pièce qui avait beaucoup plu quand j'avais commencé, là cette fois-ci vraiment on a fait un gros step up, la matière est vachement plus quali, sur les côtés voilà on a des designs assez sympathiques, on a voulu faire un truc un petit peu mode comme ça, il y a des petites références comme ça brodées ici, dans le dos, on a fait un truc vraiment quali et j'en suis très content. Il y a deux coloris, pour une fois c'est assez rare que je fasse deux coloris sur la même pièce, il y a la version donc noire avec du bleu et un truc un peu plus fancy avec du beige et du violet. Donc vous l'avez compris, un nouveau streetwear kimono, j'en suis très fier en vérité, je suis plutôt content, en plus j'avais morté les protos il y a un petit moment maintenant, et bien sûr le lien est dans la description. On va commencer alors avec quelque chose qui obsède les Japonais, mais pas dans la manière dont on pourrait l'imaginer. Les Japonais et les fesses. Dans une ancienne vidéo, j'avais expliqué pourquoi anatomiquement les Japonais avaient moins de postérieur que les Occidentaux. Ça vient principalement du fait que la colonne vertébrale des Japonais est plus droite sur la fin du dos, et ce manque de courbure à la fin, fatalement, ça donne un manque de pêche. Alors pourquoi ce manque de courbure? La théorie, ce serait les muscles de traction. En effet, pendant des siècles et des siècles, c'est ces muscles de traction qui étaient particulièrement utiles pour récolter et semer le riz, alors qu'en Occident, durant la chasse, ce sont plus les muscles de poussée qui étaient utilisés. Donc de base, pour les Japonais, avoir des grosses fesses, c'est pas du tout leur point fort. Mais alors, est-ce que du coup c'est un critère de séduction au Japon? Eh bien, oui et non. Ah, vous aimez hein, quand je suis clair comme ça, hein, c'est bien défini, bien tranché. Oui et non. Ce critère en tout cas n'arrive même pas dans le top 3 des critères physiques qui séduisent les Japonais. Et en fait, j'ai envie de dire que le Japon, c'est peut-être un des pays où les fesses sont les moins sexualisées au monde. Comment je peux me permettre ce genre d'affirmation? Eh bien grâce à ça. Oui, mesdames et messieurs, c'est totalement ce que vous pensez. C'est un animé où le personnage principal a une tête de cul. Oshiri Tantei, c'est l'histoire d'un détective qui a une paire de fesses à la place du visage et il résout les affaires avec son instinct, son flair pour déceler le moindre indice. Et c'est tout naturellement que son finish move, c'est ceci. Un P. Ouais, là je vous dis la vidéo elle va pas voler très haut là au début. On a donc un détective avec une paire de fesses et son ennemi juré c'est le baron Caca. En vrai là on est vraiment dans du 100% Japon. Et je vous arrête tout de suite, ne croyez pas que je suis allé chercher un animé un peu sombre, un peu au tréfonds des casiers comme ça. Pas du tout. Le truc est giga populaire auprès des enfants et il a carrément des pubs dans le métro de Tokyo. Dites-vous, même McDo a fait une collab. Et si la voix du héros, hein, on va l'appeler comme ça, eh bien vous dit quelque chose, c'est parce que c'est la même seiyuu qui double Boruto. Tous les fans de Boruto, sachez que Boruto, en japonais, a la même voix qu'une paire de fesses. Après, faut pas se moquer, hein. La licence vraiment de Oshiri Tantei, elle est vraiment huge. Il y a des jeux vidéo, il y a un livre qui s'est vendu à 9 millions d'exemplaires, et surtout, il y a un film.
名探偵 vs 悪の天才失礼こかせていただきます。映画おしり探偵 Est-ce que vous aussi, vous avez pas un peu envie de regarder maintenant? Non franchement, c'est trop épique là. La voix du méchant, elle est tellement charismatique, je trouve, c'est n'importe quoi. Ça a beau être deux paires de fesses qui se battent, vraiment, j'ai envie de voir ce film. D'ailleurs, il s'appelle Shiliati, hein, le méchant, donc vous aurez compris la référence. Shiliati, ça vient de Moriarty, donc l'ennemi de Sherlock Holmes, et de Chili qui veut dire fesse. Shiliati. Ah, ils se sont foulés. Ah, ils se sont foulés. Et je sais pas si vous avez le temps de remarquer, mais comme il a les yeux bandés en mode méchant, tout ça, je me cache mon identité, eh bien, ils lui ont mis un string en dentelle. お尻と尻の戦いが今始まる無礼こかせて Même la voix off, elle en fait des caisses, le combat fratricide entre des fesses et des fesses. Et franchement, le finish move, mesdames et messieurs, le Kamehameha de paix contre paix comme ça, là, c'est vraiment aussi épique que celle versus Gohan. Vraiment, pareil. Tu m'étonnes qu'en grandissant, les enfants japonais, ils peuvent pas voir les fesses de manière sexy. Mais en vérité, pour redevenir un petit peu sérieux, eh bien, l'attrait des japonais pour les fesses ne date pas de Oshiri Tantei. C'est plutôt parce que les fesses sont populaires qu'un animé comme Oshiri Tantei a pu fonctionner au Japon. Parce qu'en effet, au Japon, les fesses, c'est drôle avant d'être sexy. Typiquement, Crayon Shin-chan, lui aussi, il montre bien ses fesses, et on en fait carrément des jouets et de la nourriture. De la bouffe en forme de fesses, oui. Les enfants japonais ils aiment ça. Je suis obligé aussi de mentionner la version pour adultes avec le trou. Bon, à la base, ce sont des chocolats qui viennent de Grande-Bretagne, mais ils sont ultra populaires au Japon. Et en plus, j'imagine que tu offres ça en cadeau, tu vois, genre des chocolats et tout, en mode, ah, tiens, je t'ai offert un trou de... Donc on a la présence du postérieur dans les animés, mais aussi dans la musique. Si d'un côté du globe, les fesses c'est un peu pour le côté provocateur, un peu sexy, un peu tendancieux, au Japon, on a ça. Ah clairement c'est pas la même ambiance. Oshiri Pempen. C'est une expression qu'on a au Japon et c'est l'équivalent de notre pampan cucu. Et ça peut autant désigner le fait de mettre une fessée que de frapper ses propres fesses pour humilier l'autre. Bon, on a fait les animés, on a fait la musique, mais que serait le Japon sans la tradition? Au Japon, c'est sûr, vous avez plus de probabilité de voir des fesses qu'en France. Récemment, il y a eu le retour d'un Matsuri hyper connu à Tokyo, il s'agit du Sanja Matsuri à Asakusa. Il est super connu parce que c'est une des rares occasions où on peut voir des yakuza exhiber fièrement leurs tatouages en plein jour. Durant le Matsuri, on porte des mikoshi, des espèces de temples portatifs, et les personnes qui portent et secouent le mikoshi, ils se mettent souvent en fundoshi. C'est une sorte de slip, enfin, une corde qui laisse les fesses apparentes. Alors en grande majorité, ce sont des hommes qui portent le fundoshi, donc avec plein de fesses apparentes comme ça, mais parfois aussi des femmes peuvent en porter. Et bien sûr, oui, tout est flouté, vous croyez quoi? Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Le folklore japonais regorge de références aux fesses. Oui, on a des festivals au Japon où on se fait claquer le cul. En plus, on se fait claquer le cul par un moine, par un religieux. Il s'agit du Honda Matsuri qui célèbre la prospérité de la descendance et une récolte abondante. Et la claque aux fesses, c'est avec un bout de bambou pour conjurer le mal. On a fait la tradition, les animés, la musique, il y a aussi bien sûr la télé japonaise. On a des émissions très étranges où il y a des idoles qui touchent les fesses d'autres idoles pour donner leurs commentaires dessus. Tout ça avec bien sûr la supervision de deux producteurs et de deux présentateurs assez graveleux. Bon, j'avoue en vérité cette émission était un peu beauf et malaisante. Bon, avec tout ce que je viens de vous raconter, on dirait que les fesses ça sert juste à être frappé pour chasser les mauvais esprits, à se marrer ou à faire de la musique. Mais bien sûr, il y a les deux aspects du tableau. De l'autre côté, il y a quand même beaucoup de photos de charme là-dessus, mais comme les japonais partent avec un désavantage génétique, eh bien c'est pas ce qui est le plus mis en avant. L'objectif ce sera plus d'avoir un postérieur ferme que d'avoir un gros postérieur. Pour le faire gonfler, on préférera utiliser des objets comme celui-ci. Alors je pense que leur utilisation est vraiment anecdotique, vraiment une goutte d'eau par rapport à l'utilisation des push-ups qu'on peut avoir au Japon. Et justement, en parlant de push-up, il suffit que je vous mette ce son-là pour que vous sachiez de quoi je vais parler. Les Japonais et les poitrines.
Je m'excuse par avance si cette partie de la vidéo va être un peu beauf, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire de mon propre chef. Nous sommes partis mesdames et messieurs pour la météo des tailles de poitrine au Japon. Les grandes poitrines sont dans les préfectures de Kyoto et de Gifu au Japon avec un bonnet E. Et je rappelle qu'un bonnet E au Japon, ce n'est pas un bonnet E en France. De l'autre côté, nous avons la préfecture de Saitama avec une courbure très faible, un bonnet A. Et poursuivons avec la couleur de la lingerie. Nous avons une dominance rose sur tout le Japon avec quelques précipitations noires ici et là. Bon, c'est des vrais stats que je viens de vous sortir et ça a été fait par une société de cosmétiques. Mais qu'il soit de bonnet A ou E, la poitrine, c'est à 1 milliard de % un critère de séduction au Japon. Et pourtant, est-ce que les Japonais le disent dans les micro-trottoirs? Non, forcément. Dans ce cas, je vous propose comme tout à l'heure de regarder du côté des animés. Et bizarrement, cette fois-ci, on n'a pas de détective père de melon qui enquête avec sa loupe de bonnet E. À la place, on a un budget animation illimité et aussi une gravité quelque peu douteuse. Faites pas semblant, vous savez très bien de quoi je parle. On y tient, Oshimai. De rien. Bon, après, c'est clairement pas le seul, hein, et même dans les shonen, voilà, qui sont destinés, je le rappelle, aux enfants, hein, même pas ados parfois, eh bien, c'est dur de trouver un animé qui n'a pas ce genre de référence. Bleach, Naruto, One Piece, Fairy Tail, partout, il y en a partout. Et on peut même étendre ça à tous les médias, dans la pub, à la télé, dans les films et même dans le YouTube cuisine. Je vous jure que c'est pas une blague, c'est totalement fait exprès, et c'est toute sa chaîne, c'est ça en fait. Pour ceux qui sont curieux, elle a même un compte, enfin l'équivalent de OnlyFans au Japon, voilà, je place ça ici. Pour rester sur YouTube, on a également ce genre de contenu. 30日間やるとどうなるのか検証します。 Il s'agit de vidéos de massage pour faire gonfler sa poitrine, et j'avoue qu'on comprend vite que c'est un complexe pour beaucoup de personnes étant donné le nombre de vues colossales que font ces vidéos. Mais alors messieurs dames, que diriez-vous si je vous apprenais que l'attirance qu'on a vers les poitrines, eh bien, elle est créée de toutes pièces. Parce que si les Japonais semblent omnibulés par la poitrine aujourd'hui, ce n'était absolument pas le cas il y a quelques siècles. Il semble que les hommes de la période Edo considéraient le sein comme un outil pour élever les enfants. Il n'était pas une partie sexualisée du corps. Dans les shunga du début de la période Edo, ce sont les gravures pour adultes, eh bien les hommes et les femmes étaient représentés avec des coffres largement similaires. Du point de vue des artistes, les seins ne semblaient vraiment pas avoir d'importance. C'est une citation voilà, d'un expert des gravures au Japon, et la logique se tient, les seins c'est fait pour les bébés, et bien du coup c'est pas fait pour les messieurs. Pour aller même plus loin, à l'époque on écrasait la poitrine pour pouvoir porter le kimono. On estimait qu'avoir une poitrine plate c'était un gage d'élégance, et le vrai décolleté il était à l'arrière. Mais au Japon, tout a changé à partir de la Seconde Guerre mondiale et de l'influence américaine. L'influence américaine, ou la forte poitrine, eh bien, c'est le top. Et la cause, c'est certainement dû aussi au développement de la chirurgie mammaire aux USA. Il y a eu énormément de pubs qui ont poussé à faire croire qu'une petite poitrine, ce n'était pas normal, et donc fatalement, il fallait passer par le bistouri pour remédier à ça. Je trouve ça fou parce qu'on a vraiment l'impression que ça fait partie d'un ordre naturel des choses, alors qu'en fait, pas tellement. Cette attirance, elle n'est pas innée, elle est vraiment construite à travers notre culture environnante, que ça soit avec la pub, les vêtements et tout le reste. Et comment c'est réalisé? Eh bien c'est pas très compliqué, c'est avec un subtil cocktail de je montre, je cache. Dans certaines cultures amérindiennes ou africaines, où les seins ne sont pas cachés, tout le monde s'en fiche. Alors que pour la majorité du globe, eh bien on a un peu ce côté, ouais c'est caché mais on montre un peu, voilà, c'est tout ce côté-là. Et on peut même aller encore plus loin, toute partie du corps qui est cachée mais aussi mise en valeur, eh bien ça peut devenir une zone attirante. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque au Japon, eh bien le nec plus ultra c'était d'avoir le décolleté à l'arrière au niveau du dos parce que les geishas entretenaient cette attirance. Autre exemple en Chine, avoir les pieds bandés et atrophiés, eh bien c'était quelque chose d'attirant alors qu'avec notre regard d'ici, d'occidentaux, ça paraît barbare et inapproprié. Et puis pour même poursuivre encore, eh bien au Japon, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à trouver le nez et la bouche de plus en plus attirants. Tout ça à cause de quoi? Eh bien à cause du fait que tout le monde porte des masques là-bas. Et ça commence à travailler. Qui sait, hein, peut-être que dans 100 ans, le critère de séduction ultime, ce sera les oreilles parce que tout le monde aura des casques pour écouter de la musique. Je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça super intéressant. Le fait qu'on soit attiré par ça, ça soit pas inné, et que ça soit en fait construit par l'environnement. Je trouve ça vraiment impressionnant. Donc vous avez compris, la poitrine, c'est un excellent critère. Mais si sur le YouTube japonais, des vidéos pour gagner des tailles de bonnet font des millions de vues, eh bien il existe un critère qui peut atteindre jusqu'à 55 millions de vues. Les Japonais et les jambes. 自分にとってこれが大事と思ってるパーツは何ですか？でも足の
太さとかはちょっと気になります。 S'il y a bien un critère qui est très présent au Japon et absolument anecdotique en France, il s'agit des jambes. 足長い人見たら、あ、いいなみたいな。でも耐えられないじゃないですか。 Bien sûr, il faut des jambes longues, fines et droites, sinon c'est pas rigolo. Oui, je précise droite parce qu'au Japon, il y a une tendance à avoir des jambes arquées en forme de O. Ça se dit d'ailleurs en japonais okake, et souvent ça se corrige une fois à l'âge adulte, mais parfois pas totalement. Mais c'est là où intervient quelque chose d'intéressant, parce que si au Japon on a l'habitude de voir des jambes partout parce que la mini-jupe, eh bien c'est assez populaire, eh bien il y a un type de vêtement qui est porté en France et pourtant totalement absent au Japon. J'irais presque jusqu'à dire que c'est interdit de le porter au Japon, surtout pour les jeunes japonaises. Il s'agit, mesdames et messieurs, du legging. どれ一番日本で着たら難しいと思いますか？レギンス。おー。レギンスパンツ。レギンスですね。無理？うん、これレギンス。自分はレギンスパンツですかね。 Porter un legging au Japon, c'est no way. Selon le japonais, ce serait plus un sous-vêtement et ça révélerait trop la forme de leur corps. Mettre des mini-jupes, pas de problème. Un legging, ah bah écoutez, différence culturelle, hein, là complet. En vrai, je comprends vaguement la logique avec le côté un peu trop resserré, mais quand même, allez au Japon une fois, voyez le genre de mini-shorts qu'elles ont parfois. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie ou une timidité. Parce que quand on pose la question aux japonaises de qu'est-ce qui est sexy chez elles, eh bien elles ont des réponses très diverses et variées. Le visage de côté, la clavicule, la brillance des cheveux, l'aspect de l'arrière du cou... Mais bizarrement, il y a personne qui a fait une carrière d'idol parce qu'elle avait un arrière de cou magnifique. Non, clairement les critères ça va être la finesse ou la longueur des jambes, la taille de la poitrine ou encore un visage un peu marquant. A noter d'ailleurs que le trio gagnant, la peau pâle, les doubles paupières et le côté mignon, mais également la minceur, dans ce genre de milieu, eh bien c'est plus un prérequis qu'un véritable critère. Et je pense que ça reflète également les prérequis qu'il peut y avoir dans la séduction japonaise. Et forcément, lorsqu'on demande aux hommes de manière anonyme c'est quoi leurs critères de séduction chez les femmes japonaises, eh bien on se retrouve avec ces réponses. En numéro 1, on a la poitrine, en numéro 2, les jambes longues et fines, et en numéro 3, une taille serrée, donc la minceur quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le kyupon. En fait c'est une onomatopée où t'as kyu, ça veut dire serré, comme ça, kyu, et bon ça veut dire bah généreux quoi, bon. Donc forcément pour les japonais c'est plus kyubon que kyubon. Et bien sûr, prenez en compte que ce que je vous raconte, ce sont des généralités, et les japonais, voilà, ils ne pensent pas tous de la même manière. Bref, avant de passer chez les hommes, partons sur un point qui concerne tout le monde. Les japonais et les visages. Ça vous est peut-être déjà arrivé au Japon qu'on vous dise « Oh, mais tu as un visage si petit !» Et vous savez pas trop comment le prendre. Est-ce que c'est un clash? Est-ce que c'est un compliment? Ça sonne plus comme un clash, hein. Et bien pourtant au Japon, vous l'aurez compris, c'est bel et bien un compliment. 顔が小さい。めっちゃ顔ちっちゃいんですよ。見せていいですか？おー、ちっちゃい。すごい。かわいい。ありがとうございます。On dit que c'est délicat d'avoir un petit visage. Mais de manière générale, les japonais, ils sont très dans l'analyse des visages. Vraiment, ils analysent beaucoup. Ils ont même des catégories, voilà, de visages qui sont nommées en fonction de condiments. C'est pas une vanne, hein, je veux dire, c'est vraiment des condiments. On a le visage sel, sucre, miso, sauce soja, ketchup, mayo, vinaigre. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment comme ça. Sur ce site, il t'explique justement que le visage miso, c'est plus corsé que la sauce soja, donc les traits japonais sont plus forts. Ensuite, le sucre, les traits sont plus doux. La sauce, eh bien, c'est presque un visage d'étranger, etc. Mais malheureusement, pour les hommes, le visage, les valeurs morales, la personnalité, tout ça n'est qu'un second plan. Il y a le critère numéro 1 et il peut annihiler tous les autres. Ce n'est pas un critère physique, je vous rassure, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. L'épaisseur du portefeuille. Ah, là-dessus, je félicite les Japonais pour leur honnêteté. Lorsqu'on demande à une femme japonaise c'est quoi son critère numéro 1 pour son futur mari, eh bien parmi des dizaines et dizaines de critères, le numéro 1, c'est la thune. Pardon, je veux dire, dans le sondage, ils ont mis pouvoir économique. Oui, ça change tout. Bon, après là je troll un petit peu, mais en vérité je trouve ça quand même assez normal. Et comme je vous le disais, je trouve ça du côté des hommes assez normal parce qu'il faut comprendre en fait le schéma tout simplement de la société japonaise. Étant donné que pendant longtemps et encore un peu aujourd'hui, c'est la femme qui gère le ménage et les dépenses, eh bien elle veut être à l'aise pour subvenir aux besoins du foyer. Donc jusque là, pour moi c'est ok. Mais il y a une dernière étude que j'ai vue, et là pour le coup, j'étais un peu choqué déçu. Un site japonais, My Navi Woman, a récemment interrogé 133 femmes âgées de 22 à 34 ans, leur demandant si elles pouvaient avoir une relation amoureuse sérieuse avec un homme qui gagnait moins d'argent qu'elles.
c'est même pas l'épouser, hein, c'est juste avoir une relation sérieuse avec quelqu'un qui gagne moins qu'elle. Eh bien, pour 63,2% des femmes, c'était un non. C'est énorme! Je pense que je commencerai à le mépriser. Ça, c'est une des personnes qui a répondu au sondage qui a dit ça. C'est grave quand même, enfin, je trouve ça super violent. Ah bon, après, c'est vrai que le sondage n'est pas fait sur un panel très large, mais je trouve quand même que c'est peut-être assez représentatif de ce qui se passe réellement au Japon, et ça pique un peu quand même. Bon, bien sûr, l'argent ne fait pas tout, ça vient après d'autres qualités, mais ces qualités, elles sont considérées comme étant normales. Donc si t'as beaucoup d'argent, mais que tu te comportes comme un sagouin, eh bien, ça n'y changera rien. Tout ça pour dire que le Japon, eh bien, il a encore un peu de taf, hein, pour l'équité. L'égalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment pendant mes recherches je suis tombé sur des émissions télé d'un malaise, mais d'un malaise! Et je suis là pour vous dire que la prochaine vidéo ce sera avec Kevin Tran, et on est parti manger les meilleurs sushis possibles, ever, inimaginables. Je suis très fier de cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Let's go. Oh là, la taille de la tronche. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. Et bien sûr n'oubliez pas le lien dans la description pour les nouveaux kimonos streetwear Oni.